Bonjour, bienvenue. Je suis Karine Anselme, journaliste et auteure. Ça, c'est pour la tête. Et par ailleurs, je suis praticienne en danse-thérapie. Et voilà que le corps entre dans la danse. Il ne nous quittera pas de tout ce podcast. Aussi, une fois n'est pas coutume, je vous invite à vous poser, à vous tourner vers vos sensations. Que vous soyez assis ou debout, à l'arrêt ou en mouvement, ressentez vos appuis. Comment vous sentez-vous là, juste à l'instant ? Comment va votre corps, ce fidèle complice que nous interrogeons pourtant si peu, sauf quand il flanche? Pourtant, ce corps que l'on a, ce corps que l'on est, pour reprendre Durkheim, signe notre être au monde, notre présence, infime et précieuse parcelle de l'univers. Ce corps, il est intime et cosmique. Il est singulier et culturel, physique et métaphysique, fonctionnel et sensoriel. Ce corps kaléidoscope, sacré compagnon de route terrestre, a tant à nous enseigner. Animé de pouvoirs extraordinaires, traversé d'énergie universelle, il est le lieu par excellence de l'initiation. Ce podcast vous emmène corporellement, corporellement, à la rencontre de cet allié vers la connaissance, connaissance de soi, du monde et du subtil, avec nos 3 invités, très encore. Psychopraticienne et formatrice en thérapie psychocorporelle, Myriam Gablier est l'auteure du livre Un corps extraordinaire. Elle nous emmènera à la découverte des pouvoirs et mystères de ce corps pluriel. Michel Odoul, fondateur de l'Institut français de Shiatsu, est un fin connaisseur de la médecine traditionnelle chinoise. Il nous invitera à un voyage fantastique au cœur du corps biologique, somatique, énergétique, symbolique, onirique ou encore métaphysique. Nous accueillerons enfin Franck Fouqueret, ce franc-maçon, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, plaidera pour une réintégration pleine et consciente du corps dans l'initiation et les rituels maçonniques. Ce podcast est édité par Inexploré Magazine, média indépendant à 360 degrés, qui explore librement les frontières entre science, psychologie et spiritualité, au travers d'articles, enquêtes et outils pratiques jetant des ponts entre visible et invisible. Vous retrouverez ce podcast sur notre plateforme Inexploré Digital en intégralité pour nos abonnés. Il est aussi disponible en partie sur les plateformes classiques ainsi que sur notre application Inexploré. Pensez à nous soutenir pour profiter de toute la richesse de cet univers en format papier et numérique. Corps. Corps, mon vieux compagnon. Comment puis-je ne pas t'aimer, puisque c'est dans tes bras que j'étreins l'univers, disait Marguerite Yourcenar. Myriam Gablier, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment Un corps extraordinaire aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, dédié au pouvoir du corps. Et vous co-dirigez, vous êtes formatrice au centre Arborescence qui propose des thérapies psychocorporelles. Si je reprends cette citation de Marguerite Yourcenar, comment se fait-il que ce précieux véhicule terrestre, avec lequel nous étreignons donc l'univers, soit mal aimé, malmené, mal connu et tout au plus relégué à son aspect fonctionnel? Eh bien, déjà, tout commence avec le fait qu'on considère le corps comme étant juste un véhicule. Le problème est là. C'est-à-dire que notre culture occidentale s'est attelée sur des siècles et des millénaires à faire du corps juste une enveloppe, alors qu'en fait, nous pourrions être notre corps. C'est-à-dire qu'il pourrait ne pas y avoir de différence entre moi et mon corps. Auquel cas, le corps, c'est moi. Et ce corps, en fait, serait vraiment ma présence au monde. Mais la difficulté, c'est justement, du coup, comment parler de ce corps qui semble être ma manifestation tangible. Et voyez que déjà, quand je parle, je suis obligée de dire ma manifestation, comme si je suis toujours obligée de scinder les deux. C'est ça. Et d'une certaine manière, c'était une question que j'allais vous poser. Est-ce que ce n'est pas un petit peu absurde, même si nécessaire, d'écrire sur le corps qui se vit surtout à travers une expérience immédiate, qui demande de se mouvoir et de s'émouvoir? Est-ce que ça n'a pas été un petit peu difficile, puisque votre livre présente des connaissances qui demandent de l'aide du mental, on va dire?
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu étrange sur le fait d'écrire sur le corps, qui est une expérience sensible qui se donne à vivre à chaque instant. Mais c'est là où on doit faire des ponts entre la subjectivité et le monde tangible. Donc, il faut bien poser des mots, il faut bien se pardonner, en fait, de cartographier et donc, effectivement, de considérer le corps comme un objet, de pouvoir, voilà, l'étudier, en parler. Et donc, en ce sens-là, voilà, on parle d'un corps, on parle de mon corps, alors qu'en fait, mon corps, c'est moi. Donc, on est un peu dans quelque chose qui est ambivalent, mais il faut bien le faire, sinon, effectivement, on est juste dans un état d'extase, on vit son corps et point. C'est sûr. En parlant de cartographier, votre ouvrage donc s'intitule Un corps extraordinaire, mais vous mettez en lumière la pluralité des corps. Comment vous avez cartographié cette pluralité et quels sont ces différents corps qui signent notre être au monde? Alors, vraiment, dans ce livre, je reprends l'histoire de la notion de corps, donc vraiment depuis les peuples premiers jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que la majorité des cultures sur la planète et de tous les temps ont davantage pensé qu'on a plusieurs corps, en fait, qu'on est multiple, qu'on est multidimensionnel. Et non seulement on est multidimensionnel, mais on ne cesse de changer d'état. Donc ces états en eux-mêmes sont évolutifs. Donc l'homme n'est jamais donné une bonne fois pour toutes. Il évolue. Donc il a plusieurs corps et ces corps évoluent. Donc on a vraiment davantage une version multiple des corps. Et il se trouve qu'on retrouve cette idée dans l'orthographe même du mot corps, puisqu'en effet le mot corps s'écrit avec un S à la fin. Il nous vient de la notion de corpus. Alors, c'est quoi un corpus? Eh bien, un corpus, c'est un rassemblement de différents supports, par exemple des films, des livres, des enregistrements audio, des parchemins. On les rassemble parce qu'ils traitent d'un même sujet. Et le corps, en fait, pourrait être davantage envisagé comme ça, comme étant un rassemblement de différents supports, différentes manifestations ou différentes façons d'être au monde, autour d'un même sujet. Et là, d'un seul coup, on voit que l'orthographe du mot corps nous indique, elle aussi, qu'il faudrait davantage penser à un corps multiple, à un corps multidimensionnel. Et dans ces multiples dimensions, est-ce qu'il y en a une dans ces multiples corps qui est plus le support de notre évolution, de notre travail initiatique, ou est-ce que c'est justement l'unité de ces corps qui peut nous aider dans ce chemin d'évolution et de transformation continuelle? C'est là où moi j'ai tendance à dire que non, il n'y a pas de prédominance d'une dimension sur une autre. En fait, c'est plutôt une danse qui se fait et que le corps finalement, c'est cet être mystérieux qui donne lieu à ces manifestations multiples. Donc il est insaisissable, c'est comme le cœur du diamant qui a plein de facettes. On peut le ressentir, on peut s'asseoir, c'est ce que nous disent les grandes traditions depuis la nuit des temps, s'asseoir dans nos expériences, essayer de se laisser être traversé par cette présence. Mais du coup, on peut pas définir le corps parce qu'en fait, on peut définir certaines de ses facettes, mais jamais son ensemble. Et ce qui est aussi mystérieux, c'est qu'on parle d'un corps comme quelque chose étant localisé dans l'espace-temps. Or, ce qu'on voit, c'est que il y a plein de dimensions du corps qui semblent faire fi de l'espace-temps classique, en tout cas. Vous pouvez développer un peu? Oui, toute l'étude des expériences exceptionnelles qui a été menée depuis plus d'un siècle par la métapsychique, la parapsychologie, la psychologie anomalistique, ont amoncelé un grand nombre de connaissances et de cas en fait empiriques qui ont été publiés dans les plus grandes revues à comité de lecture. Et on a tellement de données à l'heure d'aujourd'hui qu'on a des méta-analyses de ces données et des méta-analyses des méta-analyses. Donc, c'est dire qu'on est vraiment avec une connaissance très solide sur le plan scientifique et sur le plan empirique. Et cet amoncellement d'évidence montre bien que le corps, en fait, semble accéder à des informations qui sont en dehors de l'espace-temps, donc qui sont dans le futur et dans le passé, qui sont distantes dans le temps, donc des endroits vraiment à distance de là où on pense que notre corps, dans sa définition classique, est. Et puis,
il y a aussi toutes les questions de psychokinèse, les questions de changement corporel, de guérison spontanée, toutes les manifestations hors normes au niveau du corps qui sont rapportées par la mystique. Donc, les stigmates, la lévitation, les corps qui sont trop chauds, trop froids, qui ne se putrifient pas. Donc, on a vraiment, en fait, quand on commence à mettre le nez dedans, et c'est très étonnant, on a énormément de données et qui plus est, cohérentes. C'est-à-dire qu'on a des cohérences au-delà, en fait, des différences culturelles et au-delà des temporalités. C'est-à-dire que on a des témoignages qui remontent à plusieurs millénaires et on a des témoignages aujourd'hui qu'on peut étudier plus sérieusement et attester plus sérieusement. Et il y a une cohérence, en fait. Donc, on voit émerger une cohérence qui nous montre que le corps est bien plus que ce corps biologique qui nous est décrit par la science aujourd'hui. Ce véhicule terrestre, comme vous disiez. Voilà. D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous citez l'anthropologue David Le Breton qui dit « Le corps semble aller de soi, mais rien finalement n'est plus insaisissable ». Comment, pour vous, dans votre ouvrage, mais aussi dans votre vie, vous l'appréhendez, ce corps insaisissable, et comment vous en faites un allié sur la voie de la connaissance ? Eh bien, en fait, sur mon chemin, j'ai rencontré une philosophe qui s'appelle Nathalie Deprat et qui rejoint les propos de David Le Breton, qui est un grand expert du corps, et j'ai eu la chance d'être en contact avec lui. En fait, ces gens nous disent très clairement que la meilleure chose à faire, et c'est ce que j'essaye de faire moi dans mon approche du corps, c'est tout simplement de plonger dans l'expérience sensible. Et quand je suis dans cette expérience sensible, ce que je remarque, c'est que plein de sensations, d'émotions, d'expériences justement se présentent à moi, et que quand j'essaye de les décrire ou de les cartographier, je peux pas dire ah ben ça relève de mon corps, ça relève de mon esprit. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis dans mon expérience sensible, il y a plus de corps et il y a plus d'esprit. En fait, depuis le XVIIIe siècle, il y a un courant de fond en Occident qui est en train d'essayer de nous alerter sur le fait qu'on a besoin de totalement dépasser les notions de corps et d'esprit. En réalité, il n'y a pas de corps et il n'y a pas d'esprit. Il y a une seule chose depuis laquelle émerge une multitude de manifestations. Et est-ce que c'est cette découverte qui a fait, puisqu'en fait nos lecteurs vous connaissent, puisque vous avez collaboré en tant que journaliste à Inexploré, est-ce que c'est toutes ces découvertes qui vous ont amené à plutôt mettre de côté cet aspect-là et à aller vraiment vers cet institut dont on parlait, Arborescence et ces thérapies psychocorporelles ? Alors, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je suis née de parents qui étaient déjà en recherche d'une autre façon d'être au monde. Donc, dans ma culture, il était sous-entendu que pour avancer en conscience, pour essayer de progresser, il était intelligent de s'intéresser au corps sensible. Donc moi, ça m'a été donné d'entrée de jeu. Donc les pratiques de massage, de méditation, de yoga étaient très fréquentes autour de moi. Quelle chance. Voilà, donc c'est un petit peu ma culture en fait. Donc ça a toujours été une évidence pour moi. Et du coup, tout mon cursus, c'est-à-dire j'ai fait des études d'homéopathie uniciste en Angleterre, de thérapie psychocorporelle en France, que j'ai renouvelée parce que j'étais assistante de formation, et puis j'ai complété avec plein d'autres formations. En fait, toutes ces pratiques nous cherchent à nous emmener en fait dans l'expérience du corps sensible, parce que quand on plonge dans ce corps sensible, on accède à d'incroyables informations. Comme le corps est multidimensionnel, on peut potentiellement accéder à toutes ces dimensions de notre être. Bien sûr, la dimension biographique, celle qui concerne notre histoire, le corps se souvient de ce qu'on a vécu, mais aussi les dimensions familiales, culturelles qui étaient autour de nous, transgénérationnelles. On sait maintenant qu'on est porteur de mémoire transgénérationnelle, et transpersonnelle dans son sens plus large. C'est-à-dire que notre corps est intriqué, en fait, d'une manière qu'on comprend peu, mais on peut faire appel à différentes sciences, comme la quantique, la théorie du chaos, les approches systémiques. On est intriqué à plein de dimensions qui font qu'on est relié à la fois au règne du vivant et à des structures qui sont plus, entre guillemets, invisibles, structures archétypales, voilà. Et pour ceux qui aiment ces genres de cartographie, peut-être des êtres qui évoluent dans un monde invisible. Et en fait, notre corps nous permet d'accéder très directement à tout ça. Et dans votre chemin, comment vous vous y connectez ? Est-ce que vous avez des pratiques corporelles régulières ?
Ah ben oui, en fait, c'est-à-dire que moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, donc j'accompagne des gens en séance individuelle dans la Drôme, et je suis thérapeute psychocorporelle équipée d'outils qui permettent aux personnes, donc j'accompagne les personnes dans une descente sensible à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc il y a des outils comme le toucher conscient, ce qu'on appelle la végétothérapie, on a aussi des outils de mise en situation, mais en fait, on a une palette d'outils, mais ce qui va vraiment spécifier la posture corporelle, psychocorporelle, c'est l'écoute du corps. C'est-à-dire que ce qui est essentiel à travers tous ces outils, c'est de rester attentif aux signaux qui nous sont envoyés par ce qu'on appelle classiquement le corps, donc le corps biologique, mais avec cette compréhension qu'on n'est pas juste avec cette dimension-là, qu'en fait, cette dimension-là nous donne accès à tous les autres corps. Et on est particulièrement attentif aux signaux involontaires, puisque ceux-ci nous donnent accès à tout ce que la conscience ne pourra pas contrôler. Voilà, et donc là, d'un seul coup, on plonge dans les profondeurs de l'être et on peut avoir accès à vraiment des informations tellement précieuses, parce que l'autre chose qu'il faut dire, c'est que le corps n'est pas juste un amoncellement de strates ou de dimensions, de façon d'être au monde, il est intelligence. Il y a une intelligence à l'œuvre dans le corps. C'est vivant, il est traversé par la vie, il est la vie. Et donc, le corps, ce qu'on voit dans la pratique clinique, c'est qu'il nous mène assez intelligemment et directement aux endroits qui ont besoin d'être mis en conscience. Et donc aussi avec beaucoup de respect des endroits qui ne sont pas encore accessibles. C'est-à-dire les endroits qui vont être plus traumatiques ou difficiles. Donc il a cette intelligence de nous emmener tranquillement mais sûrement vers les endroits qui ont besoin d'être accueillis. Et il y a plein d'experts d'ailleurs qui nous disent que dans le traitement du trauma, donc on est avec Peter Levine, Bessel van der Kolk, qui nous disent qu'en fait, quand on doit traiter un trauma, c'est beaucoup plus intelligent de passer par le corps que de passer par la parole, qui risque de retraumatiser la personne, c'est-à-dire de replonger la personne dans des souvenirs sans qu'elle puisse rien en faire. Oui, c'est-à-dire que là, on va vraiment dans une option plutôt du recouvrant que du découvrant. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément gratter là où ça fait mal, on va plutôt essayer d'aller travailler la blessure par le mouvement naturel du vivant à travers le corps. Voilà, alors recouvrant, je ne sais pas, mais plutôt comme une... En fait, il y a déjà plusieurs stratégies. Il y a déjà toute l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire il y a besoin, en fait, le mot-clé, c'est le mot sécurité. Il y a besoin d'un cadre sécure, d'une alliance thérapeutique pour que la personne puisse se détendre progressivement et que finalement, il y a aussi besoin de proposer des appuis, des endroits solides qui vont faire qu'elle va pouvoir petit à petit aller réceptionner des endroits traumatiques d'elle-même parce que voilà, il y a des moments où son corps va se remettre à trembler ou va se remettre à expulser des engrammes traumatiques. Donc, il faut quand même qu'elle soit en sécurité. Et là, progressivement, son corps va pouvoir lui présenter, en fait, des mémoires qui vont pouvoir être régulées par le corps. Parce que le grand régulateur, c'est le corps. Les médecins nous le disent, le grand guérisseur, c'est le corps. Oui, et justement, ne pas aller trop vite, trop loin. Tout à fait. Vous avez parlé de végétothérapie. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, alors la végétothérapie, c'est une technique qui a été mise au point par William Reich, qui était un disciple puis un dissident de Freud et qui est considéré comme étant le père des thérapies psychocorporelles. Alors, il a été un petit peu sulfureux à l'époque parce qu'il s'est intéressé à la circulation d'une énergie de vie dans l'organisme et qu'il l'a appelé l'orgone. Oui. Donc voilà, ça a généré un certain nombre de fantasmes, de problèmes aussi. C'est-à-dire qu'arrivé aux États-Unis, il a été quand même incarcéré. Mais en fait, lui, ce qu'il a vraiment mis au point, c'est une technique d'écoute, justement, des signaux involontaires du corps. Donc, de s'intéresser au système nerveux involontaire qui nous envoie, en fait, plein de signaux qui sont très proches de la réalité profonde de la personne, puisque c'est des signaux qui sont pas contrôlables par tous les résistances, les formatages culturels. Et en écoutant ces signaux-là, on a accès à des vérités beaucoup plus intéressantes en termes de qu'est-ce que la personne est réellement en train de vivre. Donc, c'est une technique qui est assez simple, mais qui demande beaucoup de doigté, parce qu'il faut être à l'écoute, en fait, de ces signaux et aider à la personne
à faire qu'il puisse se déployer dans le corps. Et à ce moment-là, le corps nous parle et ça peut partir dans plein de directions différentes. On peut partir en régression vers des choses de l'enfance, on peut partir sur des situations actuelles, on peut partir sur des dimensions transpersonnelles, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est aussi dans une sorte d'état de transe. Et il faut savoir d'ailleurs que toutes les technologies du sacré, ce qu'on appelle les technologies du sacré, sont en grande partie des technologies corporelles. Pour rentrer dans un état de conscience élargie, il est très intelligent de passer par le corps. Donc le souffle, la voix, le mouvement, les transdanses, les diètes, le jeûne, les répétitions de phrases. C'est-à-dire que tout ça, en fait, c'est des mobilisations corporelles. Donc, depuis la nuit des temps, les gens qui cherchent à explorer les états élargis de conscience passe par le corps, en fait. C'est le corps qui est vecteur d'élargissement de présence, puisque quand on modifie, en fait, les paramètres corporels, on modifie les paramètres conscients. Et vous, dans votre approche, dans votre accompagnement, comment vous vous mettez à l'écoute de ce qui s'exprime à travers ce moment de conscience élargie, de transe? Eh bien, tout simplement, on écoute le corps commence à s'exprimer, la personne... Il y a vraiment un lien de parole aussi, ce qu'on appelle la parole enracinée, c'est-à-dire parler de ce qui est là en moi, là maintenant. Et donc, c'est vraiment à la fois un dialogue, une écoute et ensuite un accompagnement de ce corps qui peut du coup se mettre en mouvement, avoir besoin de bouger. Par exemple, j'ai le souvenir d'une patiente qui commençait à avoir la main droite, qui commençait à gesticuler. Et je l'ai encouragée à laisser faire ça, ok? On savait pas, ça demande aussi d'accepter de pas savoir au départ qu'est-ce qui se passe, de faire confiance au corps. La main a commencé à prendre de l'ampleur et puis elle a commencé à se sentir énervée, donc il y a des émotions qui ont commencé à monter. On sait toujours pas ce qui se passe, mais on accepte, on suit. Et elle a commencé à gesticuler et elle s'est souvenue en fait, que quand elle était petite, elle devait garder son petit frère, en fait, quand ses parents sortaient le soir, et ça l'énervait. Déjà, c'était un peu trop pour elle. Et puis, surtout, ce petit frère venait la solliciter tout le temps. Et elle a retrouvé, en fait, cet état d'énervement qu'elle a pu exprimer. Donc, elle a pu aller au bout de cette boucle qu'elle n'a pas pu faire à l'époque parce qu'elle se sentait trop responsable de ce petit frère et dont elle devait s'occuper. Donc, voilà, c'est un exemple assez... où c'était important pour elle de vivre ça, mais des fois on peut aller dans des endroits beaucoup plus délicats, plus traumatiques, beaucoup certainement. plus traumatiques, et c'est tellement bon en fait, déjà de voir l'intelligence du corps qui s'exprime très directement et qui nous amène très directement là où ça a besoin de boucler les boucles. Et en fait, pour la personne, de pouvoir récupérer ces fonctions-là qui ont été gelées ou mises en suspens pendant tout ce temps-là. Donc, c'est vraiment comme récupérer son être, récupérer ses fonctions, récupérer sa présence. Et ça ouvre beaucoup de capacités dans la vie ensuite. C'est-à-dire que quand je récupère, par exemple, la capacité à mettre des limites, ça change ma relation au monde. C'est sûr. On parlait justement de thérapie psychocorporelle. Quelle est la place de ces thérapies dans une société, somme toute, très mentale, intellectuelle ? Elle est importante parce qu'en fait, le rôle des thérapies psychocorporelles, c'est un petit peu de revaloriser le corps, ce qui est le cas depuis plusieurs décennies. On voit que dans le milieu notamment du développement personnel, mais effectivement des thérapies, on voit que le corps est revalorisé, il y a des pratiques qu'on le vend en poupe. Donc c'est très important de revaloriser le corps face à une surenchère par rapport au niveau rationnel et mental. Et en même temps, il y a un petit peu un piège qui est qu'on est toujours avec un corps d'un côté et un esprit de l'autre. Le piège des thérapies psychocorporelles, c'est qu'elles vont essayer de voir des corrélations entre des fonctions corporelles et des fonctions psychiques, là où en fait, il faudrait totalement dépasser l'idée qu'on a un corps d'un côté et un esprit de l'autre pour reprendre tout et revenir à une unité qui est plutôt multiple. Oui, il y a un corps, oui, il y a un esprit peut-être, mais il y a plein d'autres aspects, mais surtout en deçà, il y a un être. Voilà, de revenir à une unité fondamentale. Et ça, c'est assez révolutionnaire pour notre culture qui est majoritairement matérialiste et qui, paradoxalement, valorise la raison. Donc, on est dans une sorte
d'étranges situations en Occident où on nous dit qu'il n'y a que de la matière, mais on valorise la raison. C'est assez étrange. Oui, c'est étrange. Et vous parliez de Reich, également de Peter Levine. Est-ce que ce n'est pas le biais de retrouver l'instinct, de retrouver notre instinct corporel, comme dans les thérapies du shaking, où vraiment il y a le tremblement? Est-ce que ce ne serait pas ça qui nous permettrait de refaire une unité, ou en tout cas de dépasser cette dualité corps-esprit? Oui, c'est clair que quand les personnes sont amenées par toutes ces techniques que vous avez citées à plonger dans leur corps et dans leur expérience vivante et à récupérer leur vitalité, parce que mon Dieu que c'est bon d'être vivant, en fait. C'est ça dont il est question. C'est vraiment ça. Et de le sentir très concrètement, c'est pas juste une vue de l'esprit. Quand je sens dans mon corps que je suis vivante et que je suis traversée par des sensations et des émotions, j'ai des évidences, c'est clair pour moi que ça c'est ok, ça c'est pas ok, par exemple. Donc là, c'est vraiment ça qui effectivement amène les gens à prendre conscience de tout ce pan de la réalité sensible qui a été occultée par notre culture et qui a tellement besoin d'être réhabilitée. Absolument. Votre ouvrage aussi, et j'ai trouvé ça absolument passionnant, parle aussi du corps mystique, du travail, de l'éveil. On en a parlé au début de notre rencontre. Est-ce que l'âme pourrait impacter la forme du corps? Alors, déjà, d'entrée de jeu, ça voudrait dire qu'il y a une âme d'un côté et un corps de l'autre. Donc voilà, bien sûr que, comme je disais au début, on a besoin de nommer ces deux dimensions, mais je voudrais juste souligner que pour moi, elles ne sont pas séparées. Mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que on a par exemple des traditions ésotériques en Occident qui nous parlent du fait que la réalité pourrait être plastique. La réalité pourrait être apparentée à une sorte de cellule souche qui, selon les informations qu'elle va recevoir, va prendre telle forme ou telle forme. Et d'une certaine manière, on pourrait évidemment envisager que l'être humain est cette sorte de cellule souche qui va être orientée par ce qui a été appelé par ces traditions l'imagination, mais avec un grand I, l'imagination au sens noble, qu'on pourrait aujourd'hui nommer comme étant l'intention d'une forme de conscience qui est là et qui va effectivement orienter la manifestation de notre être au monde. Donc, c'est intéressant d'avoir cette vision-là de nous-mêmes comme étant plutôt des cellules souches ou quelque chose qui est vraiment plastique et qui peut s'orienter dans une direction ou d'une autre et qui, finalement, est totalement intriqué à son environnement, est totalement en symbiose avec ce qui se passe autour d'elle, donc vraiment des visions systémiques, et aussi qui est vraiment au service d'une conscience qui est là, qui se donne à vivre. Voilà. Si on pousse ce raisonnement, est-ce que on ne pourrait pas envisager si il y a une forme d'unité, en tout cas qu'il n'y a pas de dualité, pourquoi est-ce que le corps est périssable? Eh bien, j'ai envie de prendre le contre-pied et de dire que le corps n'est pas périssable. C'est-à-dire que c'est une dimension du corps qui est périssable. En fait, depuis la nuit des temps, j'ai évoqué toutes ces cultures qui nous parlent du fait qu'on a de multiples corps. En fait, ce qu'elles nous disent, ces cultures, c'est que la mort, telle que nous la définissons nous, n'est pas une ligne qui permettrait de tracer une différence entre un corps qui resterait derrière et un esprit qui serait pur et qui poursuivrait dans un au-delà. En fait, pour eux, il y a des corps qui passent cette frontière-là et de multiples corps qui donc poursuivent leur chemin au-delà de la mort. Donc, ce qu'on appelle le corps en Occident ne serait vraiment que un aspect de nos corps. Et ce qu'on pourrait voir alors par rapport à cette idée d'un corps périssable, c'est ce que, par exemple, les physiciens quantiques nous disent que la réalité apparaît depuis un champ point zéro, qui est un champ de potentialité. Depuis ce champ-là, donc des particules élémentaires apparaissent, elles s'intriquent entre elles, se stabilisent des informations, et de là apparaissent des atomes, des molécules, un corps, avec l'évolution qui est là au milieu. Et donc, en fait, on pourrait dire que la réalité est le fruit. En fait, c'est comme un fruit qui est donné au monde, qui ensuite se recycle. Si on prend un arbre, un arbre, c'est un dispositif étonnant. Quand on voit au printemps, qu'en l'espace de quelques jours, il va produire des fleurs et des feuilles qui apparaissent, on dirait, de nulle part, on pourrait voir le vivant comme étant ce dispositif qui est capable de stabiliser
des informations qui sont appelées ce qu'on appelle la matière, en fait, de stabiliser des informations, de l'énergie de la matière, qui est offert au monde. C'est comme une création qui est ensuite recyclée. Le vivant mange le vivant. Donc, tout ça, ça crée le cycle du vivant. Et peut-être que notre corps le plus dense, en fait, notre corps qu'on appelle le corps physique biologique, est le fruit qu'on offre au monde et qui est offert par un dispositif conscient qui serait nous, mais encore une fois, j'ai mis une sorte de dualité, c'est toute la difficulté du langage, mais on pourrait, d'une certaine manière, voir ce corps périssable comme une offrande à la réalité. Une très belle image. Voilà, et ça pose du coup la question de qu'est-ce qu'on veut offrir au monde, de quels états d'être on nourrit ce corps physique, comment on prend soin de lui, qu'est-ce qu'il a manifesté, voilà, et en fait, c'est très responsabilisant aussi de voir, ok, de quoi on veut nourrir le monde. Au début de notre partage, on a parlé des stigmates et de tout ce qui peut se marquer dans des manifestations mystiques, des éveils mystiques. Comment se fait-il justement que pour des êtres qui ont un cheminement qui les amène vers une conscience pure, une clarté de conscience, presque voire une présence pure, que leur cheminement se marque corporellement, par des stigmates, par la transréverbération du cœur, où on peut retrouver des cicatrices au moment de la mort sur le cœur qui a été transpercé par une flèche divine. Comment expliquer qu'il y ait cette manifestation physique de ces purs esprits? Alors, ce qui est intéressant de voir, juste je le pose, c'est que c'est pas juste les mystiques, ça arrive aussi au commun des mortels par moments. Mais c'est vrai qu'on retrouve ça beaucoup dans la littérature mystique. Et donc l'hypothèse là, c'est que ces pratiques, donc des technologies du sacré, de l'ascèse, sur des années et des années de vie, en fait, vont modifier la structure corporelle. C'est-à-dire que si on considère encore une fois qu'on est unifié, que corps et esprit ne sont qu'un, quand on modifie l'un, on modifie l'autre. Quand on modifie l'autre, on modifie l'un. Donc, comme je disais, de toute façon, ces pratiques sont très corporelles. Elles visent à élargir l'esprit et à l'aligner sur, dans ce cadre-là, Dieu. Et donc, on a vraiment des transformations radicales de l'être, en fait, de la façon dont l'être se manifeste dans le monde. Et ça donne lieu à des changements, des bouleversements corporels importants. D'où la liste des symptômes que vous avez listés. Enfin, il y a vraiment plein de manifestations, émanation des parfums, corps lumineux. Donc, on a mentionné la lévitation, les stigmates, l'incorruptibilité des corps, mais parfois pendant des siècles. C'est assez étonnant. Donc, on a finalement un corps, si on doit parler de cet aspect-là de l'être, qui échappe aux lois classiques de l'espace-temps, aux lois classiques qui sont définies par la science. Et est-ce que ça survient aussi pour des personnes qui n'ont pas fait un long travail intérieur? Je pense qu'il y a certainement des enfants ou des personnes qui manifestent ce type de phénomène sans avoir une longue pratique. Oui, tout à fait. En fait, il y a des cas spontanés. Ça arrive, on a des cas dans l'histoire de personnes qui ne sont pas du tout mystiques, qui ont une vie tout à fait normale et qui ont manifesté de manière assez spontanée des prodiges. Voilà, qui sont du coup inexpliqués. Hein. On doit rester vraiment très humble face à ces phénomènes-là. On a des cartographies, on a des hypothèses, mais ça reste un mystère. Et par rapport à tout ce travail de recherche que vous avez effectué et que vous effectuez, comment percevez-vous le transhumanisme? Est-ce que ça ne va pas aller bouleverser ces lois du vivant et toutes ces manifestations dont on a parlé pendant ce podcast? Comment percevez-vous ça? Le transhumanisme, c'est vraiment d'une certaine manière l'aboutissement de la volonté de séparer le corps et l'esprit et de voir le corps comme étant juste un véhicule périssable, dont on pourrait se débarrasser. En fait, c'est une manière de dire que le corps est obsolète et qu'on va pouvoir numériser la conscience et transposer cette conscience sur d'autres supports. Or, il y a vraiment un profond point aveugle là, c'est-à-dire oui, on est déjà en train de créer une intelligence artificielle qui est extrêmement performante, mais cette intelligence artificielle ne sera jamais fondamentalement sensible. C'est-à-dire que ça n'est pas une sensibilité qui se donne à vivre, c'est une accumulation de données. Et on pourrait imaginer que dans le futur, puisque cette intelligence artificielle est très performante, que pour faire la différence entre un véritable être humain
et une intelligence artificielle, il faudrait faire passer un test de capacité paranormale. C'est-à-dire qu'un être humain reste un être sensible, capable d'accéder à des informations qui sont hors de l'espace-temps, donc capable de voyance, de télépathie, de précognition, ce que l'intelligence artificielle ne sera jamais capable de faire, parce qu'elle n'est pas sensible. Elle n'a pas cette façon-là d'être au monde. Elle n'a pas ces perceptions-là. Voilà, donc je trouve assez amusant d'imaginer que le prochain test de Turing, ça sera peut-être un test paranormal qui permettra en fait de différencier des êtres artificiels d'êtres humains en fait. Mais vous tenez là un parfait scénario de science-fiction. Oui, exactement. Science-fiction, voire de réalité possible. Avant de nous quitter, je voulais parler du féminin. Est-ce que ce lien du féminin avec les cycles, avec notre corps, avec tout ce qui est rythme, est-ce que ce n'est pas plus facile pour une femme de se connecter à ce corps initiatique? Alors, les traditions nous disent que les femmes sont effectivement plus sensibles à la spiritualité, parce que justement, elles sont plus ancrées dans leur corps et que ça leur donne cet accès à cette sensibilité qui est au cœur de toute démarche spirituelle. Et il faut savoir que, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à vouloir créer une différenciation entre le corps et l'esprit, on a vraiment attribué la polarité esprit au masculin, et ça correspond à la période historique où on a inventé le monothéisme et Dieu était un Dieu masculin, où il y a eu vraiment la montée en puissance des sociétés patriarcales, où on a du coup vraiment valorisé la raison, l'abstraction de l'esprit, la maîtrise sur la matière, et le corps a du coup été vraiment associé à tout ce qui est féminin, et il y a eu une sorte de répression à partir de ce moment-là du corps et du féminin. Donc là, j'ai envie de dire, la cause du corps et la cause du féminin sont très proches, en fait. Et c'est là où, avec ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés, où il y a une profonde travail au niveau de la réhabilitation du féminin, c'est aussi derrière une réhabilitation de la sensibilité et du corps, ce qui est essentiel au vu de la crise écologique dans laquelle on est. Parce qu'en fait, ce qui nous a mené directement à cette crise écologique, c'est justement cette négation de la matière, de la nature, de la sensibilité, pour valoriser une sorte d'esprit efficace et de maîtrise de tout ça. Donc en fait, il y a tellement besoin de réhabiliter le féminin, le sensible et la matière. Au moment de nous quitter, j'ai envie de vous demander comment peut-on devenir un esprit libre dans un corps sacré? Ou en tout cas, quels seraient vos conseils? Oui, alors c'est vrai qu'encore une fois, le fait de mettre l'esprit d'un côté et le corps de l'autre, voilà, me fait réagir parce qu'en fait, justement, c'est tout ça qu'il faut dépasser et pour envisager qu'on est, point. On est. Donc, mon conseil, c'est tout simplement de redescendre, en fait, dans la sensibilité, dans l'expérience sensible qui se donne à vivre à nous, qui n'est ni un corps ni un esprit, mais encore autre chose. Donc vraiment d'envisager qu'il y a un troisième domaine d'être et que on a tellement besoin de séparer, de dépasser justement la séparation entre le corps et l'esprit. Et là, maintenant, comment vous vous sentez? Je suis ravie de cet échange de qualité. C'est rare de pouvoir vraiment avancer sur ces terrains-là avec voilà, autant de questions intelligentes et fines. Donc vraiment merci, je suis absolument ravie. Merci Myriam. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.